10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et à tous, nous accueillons notre invité avec tous les honneurs qui se doit. Bonjour. Dû à son rang. Voilà, bonjour Gilles Gansman déjà. Et bonjour Frédéric Devincel, directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport pour le groupe M6. Voilà, vous venez nous voir régulièrement pour nous parler des programmes de votre groupe et en particulier des plateformes aujourd'hui qui se développent de plus en plus avec des programmes originaux. Et on va en parler dans un instant. Oui, on va parler de Sisplay. Et peut-être les gens ne sont pas au courant, mais quand vous allez dans le replay de vos différents, que ce soit Free, Orange ou Bouygues, vous avez Sisplay. Sur Sisplay, il y a plein de programmes inédits. Et c'est pas que de la rediffusion. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de com, pardon pour votre service communication, mais il n'y a pas beaucoup de com qui a été fait sur ces programmes originaux. Alors, je vous remercie grandement de m'inviter et grandement d'expliquer les choses aussi simplement. C'est vrai que, en fait, aujourd'hui, Sisplay, c'est évidemment un service de replay. On l'entend même dans le nom, donc ça permet de revoir tous les programmes de toutes les chaînes du groupe, de M6, W9, Sister, Gulli, les chaînes payantes également. Mais c'est vrai que depuis 3-4 ans maintenant, on a vraiment mis l'accent, et c'est ce qui a vraiment fait une originalité de Sisplay par rapport à ses concurrents. On a mis l'accent pour investir de l'argent dans les contenus, pour faire des contenus spécifiques qu'on ne retrouve que sur Sisplay. Donc on peut dire que Sisplay est vraiment un média de destination, et c'est ce qu'on essaie de faire savoir. Donc merci beaucoup de me permettre consommer plutôt par les jeunes, ou vous avez quand même, vous voyez un déplacement de la population qui coupe la télé pour aller de plus en plus sur Sisplay et les plateformes? Alors la plateforme Sisplay est en effet plus jeune que ne l'est la télévision en général, et même plus jeune que nos chaînes, qui sont d'ailleurs parmi les chaînes les plus jeunes du PAF, puisque M6 est, mis à part Gulli, je crois, la chaîne la plus jeune du PAF. Voilà, donc on dit toujours que les jeunes désertent un peu la télévision. Alors en effet, on les retrouve sur nos plateformes, puisque Sisplay en OTT, alors je vais faire un peu de pédagogie, mais l'OTT, c'est quoi? OTT, ça veut dire que c'est quand vous regardez le replay sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Ça, c'est l'OTT. Et l'IPTV, c'est les box. En fait, c'est quand vous regardez dans votre box SFR, Orange, Bouygues Télécom, etc. En OTT, le public a 35 ans de moyenne d'âge. Incroyable. Donc c'est très jeune, sachant que la moyenne de la télévision aujourd'hui est au-delà de 55 ans. Donc c'est vraiment beaucoup plus jeune. Et en IPTV, c'est 42 ans, donc ça reste beaucoup plus jeune que la télévision. Donc la plateforme, c'est quand même un usage plus jeune. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que pour les jeunes qui quitteraient la télévision, on les récupère. Il y a autre chose, Il y a un auditeur qui dit content de parler de Sisplay parce qu'il faut investir dans l'ergonomie avant le contenu. Donc il doit trouver que c'est compliqué. Je suis d'accord avec lui. Alors là, pour le coup, Sisplay, je dois dire, on a vraiment une bonne plateforme. On a un prestataire technique, et d'ailleurs une filiale du groupe qui s'appelle Bedrock, qui est une société internationale, puisqu'elle travaille avec la Hollande, elle travaille avec plein de pays européens. Donc c'est un as de la plateforme. Mais ce que dit l'auditeur est intéressant, parce que moi qui suis quelqu'un qui vient du vieux monde, celui de la télévision, comme certains disent. Moi aussi. Voilà, mais c'est vrai que dans le monde de la télévision, il y a une seule chose qui est essentielle, et d'ailleurs les Américains disent toujours « content is king ». C'est vrai qu'il suffit d'avoir un bon contenu et vous êtes sûr de faire un carton. Mais il faut le trouver. Mais en télévision, il faut le trouver. Mais quand il est bon, les gens, comme dit souvent Nicolas Taverneau, les téléspectateurs ont un flair de chien de chasse. Ils trouvent toujours les bons programmes. Vous avez un bon programme, il marche toujours. Il n'y a pas d'histoire dans l'histoire de la télévision de bons programmes qui n'auraient pas marché. Les bons programmes, les gens les trouvent. Mais dans les plateformes, la petite spécificité, c'est que non seulement content is king, le contenu est roi, mais il faut ajouter que la plateforme is queen. Il faut une plateforme, il faut une technique qui soit en effet à la hauteur du contenu pour qu'on puisse servir agréablement et que la consommation soit agréable. Pour des gens comme vous, qui regardaient souvent le dernier épisode avant le premier épisode. Non, jamais. Sur la plateforme de France Télé. Elle est relativement mal faite. Parlons de la plateforme de France Télé, un autre jour. On va passer aux applis tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est la rentrée et Macron qui communique à tout va. Hier, il a été sur un domaine que vous connaissez bien, donc dans les réseaux, on en parlait, les jeunes. Alors face à Hugo Décrypte, il a adapté son langage, un truc de ouf, non, comme dirait Quotidien.
Vous l'avez dit, il y a des choses qui ont plus d'impact que... Ouais, et elle a autant de gueule que celle des copains. On veut que nos gamins soient bien. Vous savez qu'un truc dont je suis le plus fier, la grille que vous aviez, qui était très bien fichue, il n'y a de toute façon pas de transition s'il n'y a pas ce premier bloc. Clair. Claire. On dit hyper aussi. La mission de l'école, c'est hyper important. À la maternelle, hyper important. Pour la grande section de maternelle, hyper important. Hyper ? C'est hyper important. Parce que les jeunes qui vont sur l'internet, ils disent hyper. C'est un point hyper important. C'est hyper important. C'est hyper important ce qu'on se dit. Un élément de prévention hyper important. Attendez, c'est hyper important ce que... Voilà, c'était une communication Jones de Macron. Arnaud doit être trop vieux pour Hugo Décrypte. On lui a laissé 3 messages. Il n'a pas daigné nous rappeler. Donc je pense qu'il devait savourer sa victoire. Il était au-dessus des nuages. Il n'est pas redescendu. Connu pour son engagement à gauche, proche de Mitterrand, le comédien Pierre Arditi n'est pas vraiment fan de la gauche version NUPES. Cette gauche ne lui plaît pas. Et hier, il a poussé un coup de colère. Il était très énervé. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le plateau de C'est à vous. À un moment donné, on ne peut pas assister aux luttes intestines auxquelles on assiste aujourd'hui dans la gauche parce que c'est absolument affligeant. À quel moment ces gens vont comprendre qu'on est en train de faire le berceau de ce qu'on ne veut pas voir arriver dans ce pays? On est en train de faire le berceau de l'extrême droite, et je ne citerai pas de nom, mais vous imaginez à qui je peux faire allusion. Cette peur-là, c'est un foutoir. Cette peur, vous la partagez. Ça me fout la trouille. Est-ce que vous êtes bien payé à M6? Bien sûr. C'est vrai? Vous savez combien vous gagnez à la seconde? Moi, personnellement, oui, vous, à la seconde. J'ai jamais fait le calcul. Non, on serait peut-être plus simple à la minute. Cyril Hanouna, lui, il a calculé les revenus de Neymar. Vous savez qu'il est, puisque vous êtes le patron des sports de M6, il est parti donc pour un club en Arabie Saoudite. Évidemment, ce qui l'a motivé Neymar, c'est l'amour du football. Écoutez l'addition. Il touchera donc 8,3 millions par mois. Donc 2 millions par semaine. 298 000 euros par jour. 12 400 euros par heure. 207 heures par minute. 3,44 € par seconde. C'est un truc de fou. Eh ouais, les gars. Par seconde, ça paraît moins que quand on donne les chiffres. T'as raison. Si j'étais Neymar, si on lui demande son salaire, il dit je touche 3 euros par seconde. 148 000 euros par jour. Ouais. Gagnez pas ça, M6, vous auriez dû faire football. C'est vertigineux, non? Oui, c'est vertigineux. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une sorte de démesure un peu dans le sport aujourd'hui. Dans le foot en particulier. Et dans le foot en particulier. Ouais. Juste une petite parenthèse, vous étiez content finalement d'avoir acquis les droits pour le football féminin? Bien sûr, en fait, on était d'ailleurs très motivés dès le début, puisqu'on avait répondu à l'appel d'offres. Après, il y a eu en effet une période de latence un peu où l'ayant droit estimait que les chaînes ne donnaient pas assez d'argent pour cette compétition. Je rappelle qu'elle était complètement décalée dans le temps, puisqu'elle était en plein cœur de elle était très tôt le matin, etc. On a fini par se mettre d'accord. On s'est entendu avec la FIFA. On a pu faire un accord avec France Télévisions, ce qui a permis d'offrir la compétition, l'intégralité de la compétition sur des chaînes gratuites. Ouais. Donc ça, c'est bien, puisqu'en fait, c'est visible par tout le monde, gratuitement. Et donc, voilà, ça a été un beau succès. La compétition a bien fonctionné. Ouais, vous avez fait des fortes audiences. Des très fortes audiences, puisqu'on a atteint plus de 5 millions de téléspectateurs pour des matchs qui étaient à midi. 5,7 millions pour un match à 9h du matin. Donc voilà, le sport féminin intéresse. Maintenant, il faut qu'on réussisse avec ce foot féminin à faire venir un peu plus les jeunes devant, puisque il est regardé un peu plus par un public un peu plus âgé, plus masculin que le foot masculin. Incroyable. Donc c'est pas évident, tout le monde le sait pas, mais donc on doit travailler de concert avec la Fédération française de foot pour que on arrive à faire venir des jeunes et des jeunes femmes en particulier devant ce sport. Ara Aprikian a fait une demande à France Télévisions de partager les droits des Jeux Olympiques, comme eux ont partagé les droits du rugby. Vous faites la même demande? Vous aimeriez avoir les JO chez vous aussi? Oui, bien sûr, on a formulé cette demande, c'est-à-dire bon après voilà, les droits ont été acquis par France Télévisions, ils ont payé pour voilà, si d'aventure ils souhaitaient l'exposer et partager, on serait évidemment en tant que grande chaîne populaire, on souhaiterait faire partie de ces grands événements, comme c'est le cas pour la Coupe du monde de rugby qui démarre dès vendredi, où à la fois France Télévisions, TF1 et nous allons diffuser. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est important pour des événements de cette nature qu'ils soient exposés gratuitement et le plus largement possible. Et moi, je suis de ceux qui pensent que plus il y a de chaînes qui diffusent, plus le bruit médiatique est fort et important, puisqu'on fait de la promo sur toutes les chaînes, les JT en parlent, etc. Donc je pense que ça peut aider à la meilleure exposition de tous les sports des Jeux Olympiques. France 2 vous a répondu ?
Oui, pour l'instant, ils gardaient les droits. Bah oui, on peut comprendre, parce que on entend votre discours, mais pour eux, c'est aussi des sources. Oui, mais c'est à Paris, ça doit être une fête sur toutes les chaînes. Moi, j'ai regardé le beach volley. Oui. Vous savez, je crois que c'est sur la place de la Concorde, le beach volley. Avec le skateboard. Avec le skateboard. Mais oui. Et on va parler du foot, des droits du foot américain que vous avez. À qui on rappelle quand même que Sud Radio est la radio du rugby. J'ai un peu bien sûr. d'autopromo, et que tous les soirs, notre ami François Trio est là, et que tous les jours il y a un journal du rugby, parce qu'on est à fond derrière notre équipe de rugby. Et que après-demain, on recevra Isabelle Iturburu dans l'émission Média pour parler du premier match. C'était notre minute autopromo. Et hier, c'était la première de PAF, vous savez, sur C8. C'est un peu le bruit qu'a fait Pascal de la Tour du Pin en se prenant le mur hier. Paf. Alors, certes, c'était une première, donc on va être indulgent. C'était pas vraiment d'une grande qualité. Je suis pas sûr qu'elle ait des raisons de quitter BFM. Elle a été remplacée par Ashley Chevalier. Hier, en duplex, elle avait Sandrine Quétier. Alors, elle a voulu faire genre, parce que c'était une première. Je vais être un peu rock'n'roll. Je posais une question un petit peu rude. Et elle lui a dit, est-ce que Isabelle Iturburu était meilleure que toi? La réponse ne s'est pas fait attendre de Sandrine Quétier. Sur la prestation d'Isabelle Iturburu, d'abord j'ai une question. Elle était meilleure que toi ou pas? Ça c'est une bonne entrée en matière, dis donc. Et je vais te la retourner. Est-ce qu'elle est meilleure que toi, Ashley, sur le 12-15 de BFM? Alors je sais pas, il faut demander à Estelle. Elle doit regarder. Je suis en face. Bon, mais non, mais Marc-Olivier Fogiel a dit dans le point qu'elle me remplacerait très bien, donc ça va être super. Ouais, mais c'est vrai que je sais pas si elle s'est fait avoir ou pas, parce que le studio est tellement cheap, tellement minimaliste qu'on se demande si elle était au courant vraiment qu'elle allait se retrouver. Oui, enfin, un petit studio vous empêche pas de faire du contenu, de faire des choses avec plus d'enquête. On avait parlé dans le dossier de presse de décryptage. Je ne vois pas ce qu'a été décryptage. Ça a rassemblé 346 000 téléspectateurs. C'est pas grand-chose. C'est pas terrible. En tout cas, à cette heure-là. Avec le château de mes rêves. Donc. Oui, non, mais je l'ai sous les yeux. Voilà. Et puis, je voulais rester un peu dans l'univers de BFM avec... hier a été diffusée, vous savez quoi, Valérie? Non. La première bande-annonce de l'émission de Laurent Ruquier. Il y a à côté de Julie Hamet. Alors, je voulais la faire entendre. C'est Laurent Ruquier, un florilège de jeux de mots. Que des grandes premières sur BFM TV pour l'événement télé de la saison. Je crois qu'on peut dire ça, Laurent. L'événement, ne me mettez pas la pression non plus, Julie. Quand même, première fois sur une chaîne info. Première fois, c'est vrai, on pourra dire que j'aurais tout essayé. Premier 20h. 20h, c'est pas mal, on n'est pas couché. Et sur la première chaîne info de France. Je crois que là, faut pas hésiter, Laurent. Ne reprenez pas la grosse tête non plus. Vous l'aurez compris, avec Julie, évidemment, nous vous offrirons 1 heure de débat et d'infos entourés de visages talentueux. Le 20h de Ruquier. Mon tout premier 20h en direct sur BFM TV. Voilà, des jeux de mots. Bientôt sur BFM TV. Voilà, c'était pas mal de jeux de mots. Et je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais finir par un jeu de mots pour rester un petit peu dans le même esprit. Dans les écoles, si Abaya pas, sur Sud Radio, Abaya. Bravo. J'avais pas d'autres musique. Bon, il y avait des choses. Voilà. Bravo Gilles. Allez, on va parler de choses plus sérieuses et plus légères aussi avec vous, Frédéric de Vincel, puisque la proposition que vous faites pour Sisplay est extrêmement variée. On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Frédéric de Vincel, directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport pour le groupe M6. On a commencé à parler de Sisplay. C'est l'occasion peut-être de vous faire découvrir ce qu'est Sisplay. Ce n'est pas que du replay. Il y a des programmes originaux, il y a des partenariats. On en parlait hors antenne. Et je pense qu'il faut le faire savoir parce que moi, j'ai aussi découvert un petit peu à l'occasion de cette émission qu'il y avait toute une multitude de programmes qui n'étaient pas diffusés sur M6. C'est l'avenir, justement. On a vu que TF1 hier a annoncé aussi vouloir investir sur ce qui n'est plus linéaire. Voilà. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, un groupe de télévision, c'est un groupe à la fois de télévision linéaire et de streaming. Enfin, nous, on se considère aussi comme un groupe de streaming. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, on a investi dans une filiale qui produit des plateformes, dont c'est le métier de fabriquer les plateformes. Et puis, une fois qu'on a les bonnes plateformes, il faut avoir les bons contenus. Ouais. Et donc, les bons contenus, ils viennent principalement des antennes, quand même, voilà. Mais en volume horaire, en consommation, ça vient principalement des antennes, mais en volume horaire, en fait, on achète beaucoup de contenu à l'extérieur. Donc, on fait deux choses. On achète
soit on achète des programmes, soit on en fait produire. Voilà. Donc acheter des programmes, c'est des séries, c'est des films, c'est des telenovelas par exemple. Ouais. Et donc on pourra en redire un mot parce que notamment là, on a vraiment accéléré dans ce domaine et pour la première fois Disney a accepté de nous vendre des séries pour la VOD, donc pour la plateforme. Donc on va retrouver par exemple Glee ou Kyle XY ou Roswell, qui sont des très belles marques, qui ne sont pas à l'antenne, elles sont dans aucune des antennes du groupe actuellement, mais elles seront visibles et proposées sur Sisplay, qui va faire donc son propre marketing en disant venez profiter de Glee. Et puis quand vous êtes sur une plateforme et que vous proposez Glee, bien entendu, on va proposer tous les contenus annexes autour totalement de la musique, gratuit, etc. Pour le rappeler à nos auditeurs. TF1 hier a annoncé mettre désormais l'info en streaming, ce qui n'était jamais arrivé. Ils vont créer un journal de 10 minutes exprès pour le streaming, différentes versions, comme ça vous allez pouvoir choisir si vous voulez voir la politique, le sport ou autre. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez, M6 ? Oui, bien sûr. On y réfléchit, je dirais, on le fait déjà parce que, en fait, alors, le journal en tant que tel, en replay, c'est pas un actif très très fort sur les plateformes de streaming. Non, c'est pas le genre qui est le plus regardé. Les genres qui sont le plus regardés, c'est la fiction ou les grands divertissements. Ça marche extrêmement fort en replay. La télé-réalité. La télé-réalité, bien entendu. Ouais. Mais l'info, elle est pas tellement regardée en replay. Par contre, ce qu'on fait depuis longtemps déjà dans le groupe M6, c'est qu'on travaille beaucoup l'info sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc sous forme d'extraits, sous forme de publications spécifiques. Donc il y a une équipe à l'info d'M6 qui est dédiée en fait aux réseaux sociaux et qui publie énormément. Donc je dirais c'est un peu dans cette logique du stream et de proposer l'info différemment en la découpant avec des séquences plus courtes, sujet par sujet, etc. Vous savez ce qu'est un kick-off ? Non, vous parlez pas. Vous parlez pas de football américain. Donc la NFL arrive. Enfin, je corrige pour l'Arcom parce que si tu entendais parler de kick-off, serait gêné. On parle de coup d'envoi. Coup d'envoi, absolument. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Et effectivement, la NFL, ce sera sur Sisplay. Oui, alors ça, c'est vraiment un des éléments très forts de la rentrée. Et alors, pour le coup, là, on est assez content, c'est que ça illustre bien le propos là qu'on tient depuis le début de cet entretien. C'est que on veut vraiment montrer que Sisplay ne propose pas que du replay, il propose d'autres choses. Et donc proposer la NFL, la saison régulière de la NFL, tous les dimanches à 19h en direct sur Sisplay, exclusivement sur Sisplay en gratuit. C'est un élément vraiment fort, un produit vraiment fort qui montre qu'on a passé un cap et qu'on propose autre chose que du replay. Et du coup, ils ont fait une bande-annonce musclée. La nouvelle saison de NFL débarque sur Sisplay. Et ça va faire du bruit. Dès le 10 septembre, vivez la nouvelle saison de NFL tous les dimanches à 19h en direct et gratuitement sur Sisplay. Oui, c'est horrible. On a des gros soucis techniques dans le studio. Vous êtes nombreux à nous signaler que ça craque. Oui, on a des petits problèmes techniques. Donc on s'excuse d'ailleurs. On est conscient du problème et on essaie de le régler. Et on a des choses dans nos oreillettes qui sont un peu compliquées. Mais nous avons du talent, Valérie. Nous allons passer au-dessus de là. Donc la NFL, pour vous, il y a un public français aujourd'hui qui vous semble être oui, il y a un public français. Alors nous déjà, on connaît la NFL puisque sur W9 de 2010 à 2018, donc pendant 8 ans, on a diffusé les Super Bowls. Donc pour le public peu connaisseur, le Super Bowl, c'est la grande finale, disons que c'est la finale de la Ligue des Champions du foot américain. Avec la variété attendue de la star américaine. Exactement, à la mi-temps, il y a toujours le show musical incroyable avec des plus grands artistes mondiaux. Donc ça sera au mois de février 2024. Mais en attendant d'arriver au Super Bowl, qui est la grande finale, il y a la saison régulière, puis les playoffs. Et là, on a fait un truc assez astucieux et qui vous montre aussi comment aujourd'hui un groupe de télévision se réorganise avec ses différents médias et ses différentes filiales. Il y a la saison régulière sur Sisplay, donc c'est du streaming en direct. Il y a les playoffs qui seront sur W9, la chaîne TNT du groupe, et le Super Bowl qui sera sur M6, la chaîne leader linéaire. Voilà, donc on travaille en triptyque. Tout ça, de toute façon, c'est les mêmes équipes. C'est sous l'égide de Guillaume Charles, le patron des contenus. Donc tout est bien organisé et ça nous permet de travailler chaque segment, chaque média du groupe à sa valeur ajoutée et à un événement à promouvoir. Alors le premier match, Valérie, c'est San Francisco contre Pittsburgh Steelers. Vous avez San Francisco. Et vous ?
Moi qui ne suis pas tout jeune, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours été bercé par les 49ers de San Francisco, voilà, qui est une équipe connue, donc je miserais plutôt sur San Francisco. Comme Valérie, mais qu'est-ce que moi je m'y connais. Qu'est-ce que vous allez commander ou programmer justement, produire, je cherchais le mot. Qu'est-ce que vous allez produire comme type d'émission? Alors donc on va avoir tous les dimanches à 19h rendez-vous pour la meilleure affiche de la semaine de la NFL. Donc ça c'est un rendez-vous simple, hein. Tous les dimanches devant Sisplay vous avez le match. Le match, je précise qu'il sera commenté par les équipes de Touchdown Actu. On a fait un partenariat avec eux. Vous n'avez pas été chercher Georges Eddy? Alors parce qu'on a voulu travailler avec les gens qui aujourd'hui sont, disons, influents, notamment sur les médias sociaux, etc. Donc Touchdown Actu, ils sont extrêmement crédibles, incontournables. Donc on voulait apporter cette dimension de crédibilité avec donc ce partenariat. Donc tous les dimanches 19h, les équipes de Touchdown Actu commentent le match. Ensuite, dès le lundi, vous aurez le highlight, donc vous aurez les grands moments de la journée de championnat qui sera un programme qui fait entre 45 et 60 minutes que vous pourrez retrouver. Et puis d'ores et déjà, si vous voulez vous mettre en jambes avant de rentrer sur le terrain, il y a le documentaire Hard Knocks qui raconte cette saison. Je crois que c'est l'équipe des New Jersey qui raconte sa pré-saison, et donc c'est un feuilleton documentaire hyper bien fait, extrêmement bien produit, parce qu'il faut voir que la NFL c'est quand même une entreprise avec des moyens colossaux, et donc quand ils produisent des choses ils le font pas à moitié, et donc ça a vraiment une bonne tête, et je vous encourage à aller le voir. Dans les productions propres dont parlait Valérie, oui, la production pour il y a Super Mito, il y a Mini Cooking. Alors voilà, au-delà de la NFL, et qui est donc un élément spécifique, et au-delà des séries dont j'ai parlé, notamment ce deal avec Disney qui nous amène des très belles séries, il y a aussi des productions. Alors donc ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait des productions. On a même produit de la série, hein. On avait produit une série qui s'appelle Hors Noir, qui avait très bien marché, une série urbaine, rap, vraiment super. Et donc là, on va produire pas mal de divertissements à la rentrée, notamment donc Mini Cooking, qui est donc vous savez que dans le groupe M6, on a quand même une bonne tradition des émissions culinaires. On est assez bon pour ça. Et là, on a voulu un peu, à défaut de renverser la table, disons de mettre un petit coup de fouet pour regarder là aussi une expression culinaire. Et on a fait quelque chose d'assez original, c'est que on a convié des influenceurs culinaires, donc des gens comme Poppy ou comme la petite chef Mumu, qui sont très connus sur les réseaux sociaux, et on les a mis face à un défi, c'est de faire une recette avec des mini ustensiles. Donc quand je dis mini ustensiles, c'est vraiment mini four qui fait la taille quasiment, des mini poêles, des mini œufs, des mini tout est mini, et une fois qu'ils ont fini ce plat, ils le présentent à quelqu'un qui n'est pas mini, puisque c'est la Big Bertha, qui est un personnage absolument truculent et fantastique, qui met beaucoup d'énergie dans le programme. Donc voilà, donc c'est une émission culinaire un peu décalée, mais qui offre ce qu'on aime bien sur Sisplay, c'est-à-dire comme toujours, et un peu comme la NFL, du grand spectacle. Finalement, sa boîte mini, c'est quand même du grand spectacle. Et Super Mito. Et Super Mito, ça sera une émission, on l'a pas encore produit, mais dans lequel on va, dans lequel des influenceurs, des candidats de télé-réalité vont devoir s'affronter dans savoir qui sera un peu le meilleur menteur, disons, pour dire les choses simplement. Bon, c'est pas très politiquement correct, mais c'est très amusant. Alors Marie-Christine, elle nous dit, moi j'ai 63 ans et je ne comprends rien de ce que dit ce monsieur. Ah zut. Alors là, je suis désolé, parce que j'essaye pourtant, de faire effort et d'utiliser des mots simples. Non, mais je pense que c'est, moi qui suis vieille aussi, je pense que c'est une nouvelle manière de regarder la télévision, à laquelle on n'a pas forcément, à laquelle on n'est pas forcément habitué. J'ai envie de dire à Marie-Christine, si vous avez une box, vous allez sur le replay, vous allez voir Sixplay, et là vous allez voir défiler tout un tas de programmes que vous allez découvrir. Il y a vraiment une variété de contenu incroyable, assez incroyable, avec des séries, avec des une invitée par thématique, divertissement, sur la cuisine, sur c'est très très complet, et il n'y a pas que pour les jeunes, je le dis en connaissance de cause. Et puis on sert à ça, on sert à ça, à vous faire découvrir ça. Dans un instant, on va parler du Puy du Fou. Ça vous parlera peut-être un peu plus, Marie-Christine, avec un complément d'enquête.
enquête consacrée à cette... Au secret du Puy du Fou. Et comment les amateurs, ceux qui ont construit le Puy du Fou, se sont fait un peu voler leur Merci Frédéric de Vincel, bonne rentrée, bonne année à vous. Et puis vous reviendrez nous annoncer d'autres nouveautés. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média aujourd'hui avec vous dans cette deuxième partie. Raphaël Tresanini, bonjour. Bonjour, vous êtes réalisateur. Demain soir, France 2 propose dans le cadre de compléments d'enquête un document tout à fait passionnant, Histoire, argent, pouvoir, les vrais secrets du Puy du Fou. Toute l'histoire du Puy du Fou est racontée dans ses moindres détails. Et puis vous êtes allé aussi creuser un petit peu la façon dont était organisée cette association à but non lucratif. Et là, on fait des découvertes. Je voulais savoir quel avait été le point de départ de votre enquête, parce qu'il fallait trouver cet élément très précis qui est celui de dire que les bénévoles, puisque ce sont tous des bénévoles, se sont fait voler leur événement. Voilà. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, voler, je pense que c'est un tout petit peu plus subtil que ça, en fait, comme on le raconte dans le documentaire. Oui. Il s'avère que le Puy du Fou, à la base, c'est une association, comme le dit une association de loi 1901, et ça commence comme ça, dans les années 70, par une grande aventure humaine en Vendée. Et il faut reconnaître à Philippe de Villiers qu'il a eu du nez pour effectivement se ressouder, si j'ose dire, une partie de sa population. Il faut aussi dire que la Vendée est un territoire qui a une vraie culture du bénévolat aussi. Il faut le reconnaître. Donc on est quand même dans un contexte particulier. Ce qui nous a intéressé lors de cette enquête, c'est que dans la communication du Puy du Fou, il est tout le temps mis en avant le fait que c'est une association. Ouais. Or, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que c'est un peu plus complexe que ça, qu'il y a à côté de cette association une SAS, donc Société par Action Simplifiée, qui sur le papier appartient à l'association. Alors, rien que déjà, cette structure, on s'est interrogé parce que c'est un cas quasi inédit en France. Et là, comme on le raconte dans le documentaire, on a tiré ce fil et on s'est rendu compte qu'ensuite, cette association est aussi en partie détenue par une autre association avec une galaxie d'autres structures autour. Donc forcément, bien, ça a attisé notre curiosité. On a enquêté et on s'est rendu compte effectivement que en 2012, une discrète structure a été créée, une structure qui a permis à quelques membres, dont trois membres de la famille de Villiers, Philippe, Nicolas et le frère de Philippe de Villiers, de verrouiller une grande partie du capital du Grand Parc, qui est la Société par Action Simplifiée. Et là où ça nous a interrogés, c'est que, comme vous le disiez très bien précédemment, c'est sur le papier, ça appartient à tous les associatifs, cette association. Et donc, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que les bénévoles ont été mis au courant? Et on se rend compte que c'est pas tout le temps le cas. Voilà. Ça veut dire que par rapport à ces bénévoles ou ceux qui sont à l'association, il n'y a aucun reversement de l'argent à ces bénévoles ou aux gens de l'association? Ils sont bénévoles, donc ils ne touchent rien. Ils ne touchent rien, il n'y a même pas de remboursement kilométrique qui sont faits. C'est une véritable passion. Et nous, ce qui nous a interrogés, justement, c'est, on ne parle pas de 100, 200, 300 personnes, on parle de 4300 personnes. C'est quand même colossal, c'est une des plus grandes associations de France. Alors, ce qui est intéressant, c'est, alors, élément de langage ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parlait avec chacun de ces bénévoles, ils nous disent, c'est un peu comme quand on s'inscrit dans un club de karaté, vous voyez, on fait des kilomètres, on y va, on revient. Il y a quelque chose de véritablement passionnel entre ces bénévoles et ce Puy du Fou. Mais il y a aussi des questions qui interrogent, parce qu'il y a quand même ce principe où tout le monde se connaît, c'est une communauté. On peut parler de on peut utiliser ce terme, une grande famille. Or, lorsqu'on en est éjecté de cette grande famille, on est quand même un brin marginalisé en Vendée. C'est là où ça interroge aussi. C'est assez. Votre document est effectivement, vous avez raison de le dire, plus subtil que ça, parce que vous montrez la fabrication, depuis le point de départ jusqu'à la réussite exceptionnelle avec le grand spectacle qui est présenté chaque année, et l'organisation qui est assez incroyable. Qu'il faut connaître, qui est vraiment, on le dit d'ailleurs dans le documentaire, le résultat est
Enfin, c'est fait avec maestria, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé dans votre reportage, dans votre document, c'est de voir la cohésion en fait de tous ces gens qui participent bénévolement et la motivation qu'ils ont à y participer. C'est-à-dire que ce sont vraiment les habitants du Il y a une vraie fierté qui sont là, on voit des retraités qui coupent du bois pour construire des structures, enfin, qui sur leur temps libre, c'est assez fort, c'est assez puissant de voir le sentiment d'unité que ce lieu a réussi à créer. Et ça fait partie aussi des choses intéressantes du document. Oui, parce qu'effectivement, ce qu'on s'est dit, déjà, il faut se remettre dans un contexte. C'est-à-dire que avant l'arrivée du Puy du Fou, la Vendée est un coin de France qui est superbe. Le bocage est très beau, mais on n'arrive pas très bien à le situer sur la carte, pour être tout à fait honnête. Et Philippe de Villiers a rendu, avec les moyens qui sont les siens, avec son modus operandi, avec sa vision, son idéologie, il a rendu, d'une certaine manière, une fierté aux gens du bocage, à leur histoire, et la manière dont ils perçoivent de Philippe de Villiers, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on a pu constater, c'est que même parfois, politiquement, ils ne sont absolument pas d'accord avec lui, mais il y a un véritable culte autour de ce personnage, et vraiment, ils le reconnaissent comme le grand patron de la Vendée encore aujourd'hui. Le gourou. Ouais. Ouais. Le gourou de l'association. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez fait le calcul de si on payait tous ces bénévoles, plus de 4300, est-ce que ça serait si c'était une vraie société comme Disneyland ou le parc Astérix, est-ce que ça serait bénéficiaire puisqu'ils ont un réseau d'hôteliers, des restaurations, des spectacles? Est-ce que ça serait viable financièrement si, parce que c'est ça la vraie question, c'est si on payait tous ces gens, est-ce que finalement le parc s'autosuffirait comme les autres grands parcs en France? Alors, comme je disais précédemment, il y a deux entités dans une entité. Il y a la partie du grand parc, les gens sont soumis au travail et ça fonctionne tout seul. En ce qui concerne l'association, on a fait un calcul sur les spectacles, la cinécénie, et on a fait ça avec des professionnels du monde du spectacle. Si effectivement l'association du Puy du Fou devait payer les 4300 bénévoles, la note serait assez salée, on est entre 9 et 10 millions. Alors, de là à dire que ça grèverait les comptes et les finances du Puy du Fou, complexe puisque, petite subtilité, une association qui ne qui ne prend pas de subvention n'est pas obligée de déposer ses comptes à la préfecture. Et donc on était quand même face à des grandes inconnues. Alors, de là à savoir si effectivement le bénévolat booste le chiffre d'affaires, très certain. En tout cas, ce que nous dit Nicolas Villiers, qui est le nouveau de l'association et du Grand Parc, il nous dit qu'il n'aurait même pas besoin de l'association, c'est pour rendre service, dit-il, à la population. Un auditeur demande, mais au final, le nerf de la guerre, l'argent, il va où? Alors, faut regarder, je vais dire à l'auditeur de regarder, à Stéphane de regarder ce soir. C'est vraiment très bien demain fait. Soir, 23h. Demain soir, pardon. Mais alors, il va où l'argent, effectivement? Alors, l'argent, nous dit Nicolas de Villiers, est redistribué côté association dans l'association. Très bien. Ensuite, la question que l'on s'est posée, et ça a été extrêmement difficile, c'est de savoir s'il y avait des ponts entre les financements de l'association et de la société. Encore une fois, je vous dis, à complément d'enquête, on est habitué à faire des enquêtes complexes, voire financières. Là, on était face à des inconnus, face à une structuration financière dont même les professionnels qui nous ont accompagnés dans cette aventure étaient assez stupéfaits. Au moment où je vous parle, maintenant tout de suite, on peut dire que l'argent tourne. Où il va exactement, c'est encore un peu complexe. Ouais. Ça a été compliqué ou pas? Alors Philippe de Villiers, on le voit, refuse de vous répondre. Pression parce que son fils vous a reçu, vous a répondu. Oui, absolument. Mais Philippe de Villiers, visiblement, il vous aime pas. Hein. Il vous a dit, je sais ce que vous faites. C'est l'un des grands mystères de ce documentaire. On sait que Philippe de Villiers est fan de bons mots, est ce qu'on appelle un bon client, voilà, dans les médias. Moi, j'aurais adoré pouvoir le tourner, l'interviewer, parce qu'on avait énormément de questions, ne serait-ce même que sur la genèse, les objectifs véritables du Puy du Fou. Pour tout vous dire, pourquoi il n'a pas voulu nous parler, je ne sais pas, je crois. Moi, qu'il y a aussi, c'est un lieu qui maîtrise très bien sa communication. Et je pense que ils se sont dit, on va centraliser la communication en la personne de Nicolas de Villiers, qui est un très bon communicant. Absolument. Non. Et il en a fait un outil de pouvoir, d'ailleurs, Philippe de Villiers. Mais d'ailleurs, c'est effectivement ce qu'on raconte dans le documentaire. C'est ce que vous racontez.
début, en fait, c'est là où c'est intéressant. C'est encore une fois les personnes, les millions de personnes qui vont au Puy du Fou vont pour se divertir. Et ils ont tout à fait le droit. Et ce lieu est un lieu de divertissement qui est tout à fait respectable, avec des très beaux spectacles. Pourquoi pas? Mais le petit bémol vient d'une chose, c'est qu'en fait, il y a effectivement, comme vous le dites, il y a quand même un objectif de soft power, il y a un objectif quasi métapolitique là-dedans. Et ce qui peut être questionnable, c'est pourquoi ne pas en informer les personnes qui vont voir ça. Parce qu'il y a quand même des messages en basse fréquence qui sont passés tout au long de plusieurs spectacles. Oui. Encore une fois, on est en droit de s'interroger sur ça. Oui, non, mais vous le montrez très bien. Vous avez des documents qui étayent ce que vous dites. Et c'est vrai que la façon dont ça s'est passé n'est pas franchement très claire. C'est vraiment un très très bon document à regarder demain soir à 23h. Complément d'enquête, Histoire, argent, pouvoir, les vrais secrets du Puy du Fou. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Raphaël Trezanini. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.